Sunday Night Production. J'étais toute seule en rando et là au détour d'un virage je vois un ours et là je me dis oulala. Alors là je répète ce qu'on m'avait dit de faire, c'est-à-dire je fais des grands signes, donc je lève les bras, j'avais mes bâtons de rando et je recule, mais tout en restant face à lui et en prenant des photos quand même. Et c'est vrai que donc là il mangeait et quand il m'a aperçu, en fait il a pas du tout fait demi-tour et il commençait à faire des pas vers moi. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait ? Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Tiffaine Muller aujourd'hui. Bonjour Tiffaine. Bonjour Arnaud. Écoute, ça fait 4 ans. Pour ceux qui n'avaient pas écouté Tiffaine la première fois, je vous invite à écouter l'épisode 52 sur le podcast Ultra Talk. Tiffaine Muller, on s'était rencontrés une première fois, effectivement, c'était à l'hôtel Renaissance, à côté de la place République à Paris, et tu nous avais partagé ton aventure en Afrique. Exactement. Et puis, il s'est passé plein de choses depuis. Tu vas nous raconter ? Oui. Et puis là, au moment où on se parle, tu es en route pour un futur projet. Tu pars samedi au Népal, c'est bien ça ? Oui, enfin, je ne serai pas samedi au Népal, mais je pars pour le Népal à vélo depuis la France. Donc là, avant qu'on parle de cette aventure, à travers l'Europe, mais aussi à travers l'Amérique du Nord, quelle est ta future destination ? Donc Népal, tu pars samedi pour le Népal, et ensuite tu pars combien de temps ? Et pour traverser quel continent, quel pays ? Alors on commence par, donc on est deux, je pars avec mon copain Pierre, on part des Alpes françaises pour la Suisse, l'Italie, les Balkans, rejoindre la Grèce, la Turquie, l'Iran, la route de la soie, la Karakoram Highway qui va jusqu'au Pakistan et en Inde, Népal. Ça c'est vraiment cool. Alors là aussi la particularité c'est quand on s'était rencontrés, tu m'avais parlé d'un projet qui était d'aller à l'Est. Et qui finalement n'a pas eu lieu. Donc ça a donné lieu à la réalisation du projet dont on va parler, à ce livre également que j'ai sous les yeux, que je vous invite à acheter, qui s'appelle Hors Frontières. Donc moi je l'ai lu, je l'ai sous les yeux, et ça va être d'ailleurs mon fil conducteur des questions que je vais te poser, Tiffaine. Mais parle-nous justement dans quel état d'esprit tu étais la dernière fois qu'on s'est rencontrés, donc il y a 4 ans. L'épisode 52, je le rappelle, où tu avais ce projet de mémoire, c'était à Bangkok en vélo, je crois, c'est bien ça, non ? Oui, exactement. C'est ça, voilà. En fait, c'était mon frère à l'époque qui habitait à Bangkok, donc l'idée c'était un peu d'aller jusque là-bas, même si c'est dur de prévoir un voyage aussi long. Et du coup, c'était vraiment partir sans date de retour, en quittant mon travail, enfin, c'était un CDD, donc juste en finissant le contrat de travail et de partir au long cours, et au bout de 3 semaines, donc ça c'était en février 2020, et donc au bout de 3 semaines... Le 28 février 2020, c'est la date du départ. Ah, ça doit être ça, tu connais mieux que moi. Regarde, je l'ai sous les yeux. Donc le 28 février 2020, vous partez pour l'Est, pour l'Asie. C'était l'objectif de départ. Je rappelle la date, je pense que ça va parler à beaucoup. 28 février 2020, c'était le monde d'avant. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui, exactement. Mais on a l'impression que c'était il y a très très longtemps. Il s'est passé tellement de choses depuis. Et donc vous partez avec l'objectif d'aller en Asie, très clairement. Et parle-nous de cette arrivée du Covid, parce que très clairement on parle du Covid qui est arrivé en France. On était mi-mars quand le ministre nous annonce le confinement. Donc je pense que mi-mars vous étiez déjà plus en France. Comment vous l'avez vécu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et quelle a été l'incidence sur ce projet que d'aller en Asie à vélo ? Alors déjà, pour moi, ça a été très compliqué parce que quand je suis en voyage, j'aime bien être déconnectée. Donc, j'écoute pas du tout les infos. J'écoute pas... Enfin, je lis pas beaucoup de choses sur le monde. Et du coup, j'étais un peu dans ma petite bulle. Enfin, on était tous les deux dans notre petite bulle à voyager, à se dire que tout allait bien se passer parce qu'on connaissait un peu ce mood du voyage où tout se passe bien et on trouve toujours des solutions. Vous aviez chacun une grosse expérience de l'aventure à vélo. Oui, voilà. Avec Martin, on avait déjà pédalé ensemble en Afrique, donc voilà. Et en fait, c'est Martin, lui, il avait des signaux d'alerte où il y avait des voyageurs à vélo dans le monde entier qui commençaient à rentrer, qui voyageaient depuis des années et qui rentraient chez eux. Il me disait ah oui, là dans tel pays il se passe ça. Moi, je me disais toujours c'est pas un pays qu'on va traverser, ou alors. Est-ce que tu étais un petit peu dans le déni ? Ah, complètement.
complètement dans le déni. Et en plus, moi, j'avais poussé un peu Martin à ce moment-là à partir pour ce voyage. En fait, lui, il serait bien resté un peu posé 1 an ou 2 de plus. Et donc, moi, j'avais dit non, moi, j'ai besoin de faire ce voyage, donc j'aimerais qu'on parte. Donc, je l'avais un peu poussé. Donc, pour moi, c'était un peu... c'est lui qui veut pas, en fait, finalement, faire ce voyage à ce moment-là et qui trouve, entre guillemets, des raisons pour pas le faire. Et donc, je n'y croyais pas. Et plus il essayait de me dire qu'il se passait des choses graves... C'est ce que tu dis dans le livre. Hein. Tu dis il est souvent le nez sur son portable et moi, je lui demande d'arrêter et qu'on profite de l'instant présent. Voilà, exactement. Et donc, du coup, j'étais vraiment complètement dans le déni. Et ça m'est tombé dessus quand on est arrivé en Hongrie, tout au sud. Et là, on était hébergés donc par une jeune fille en warm shower. Et donc là, on devait aller chez l'habitant dans le pays d'après, donc c'était en Roumanie. Et là, on commence à nous dire que on peut pas venir, que la frontière va se fermer, qu'il va y avoir un couvre-feu, etc. Donc moi, je me dis, bon, c'est pas grave, si la Roumanie ferme ses frontières, on pourra aller en Serbie, parce que c'est un autre pays qui est un peu plus au sud, donc on peut changer notre itinéraire. Et en fait, au fil de week-end, c'est marrant, c'était sur 2 jours, sur vraiment un week-end, tout s'est accéléré. Tout s'est accéléré. J'ai commencé à parler à mes parents qui m'ont donc commencé à me dire aussi qu'effectivement la France parce que la famille à distance devait s'inquiéter. Mais il y a aussi les personnes que vous rencontriez sur le long de la route, les habitants, je veux dire. Hein. Quelle réaction ils avaient? Est-ce qu'ils étaient fuyants avec vous, prudents? Est-ce qu'on ne vous parlait pas? Est-ce que tu voyais dans le regard des autres qu'il y avait quelque chose qui clochait également? Jusque-là, pas vraiment, parce que justement, on était... de toute façon, quand on traverse des villages à vélo, on a déjà des regards qui sont un peu différents, ils sont un peu interpellés. Qu'est-ce que des voyageurs à vélo font dans ce petit village? Donc, j'ai pas trouvé, et justement, peut-être que ça m'a pas aidé, c'est qu'il y avait aucun signe extérieur qui, là, sur cette piste cyclable ou sur cet itinéraire vélo, il y avait rien qui me disait qu'il y avait quelque chose qui avait changé, en fait. C'était très théorique, mais pas pratique. C'est-à-dire que en théorie, oui, effectivement, il se passait ça. Il y avait des règles, des confinements qui se mettaient en place, etc. Mais en pratique, moi, là, actuellement, je pouvais être sur mon vélo, je pouvais pédaler. Il y avait encore des gens et je voyais pas la différence. Il n'y avait pas encore les masques, il n'y avait pas encore tout ça. Donc physiquement, je voyais pas de différence. Alors, quel a été le coup d'arrêt? Quel a été le moment où là, vous vous êtes dit, allez, stop, il faut rentrer? Le coup d'arrêt, ça a été même Martin qui disait toujours qu'il y avait plusieurs pays qui fermaient leurs frontières et il disait non mais l'Allemagne c'est un pays ouvert, etc. Jamais ils vont fermer leurs frontières. Et en fait, quand l'Allemagne et la France, puisque Martin est allemand, l'Allemagne et la France ont annoncé la fermeture des frontières, là on s'est dit, ah oui, comment on fait si on ne peut pas rentrer chez nous? Et en plus, si on ne peut pas rentrer ensemble, parce que du coup, on n'est pas mariés ni rien, il n'y a aucune raison que moi, en tant que Française, je puisse aller en Allemagne dans cette situation. Donc on s'est dit, en fait, il faut rentrer tant qu'on le peut, tant qu'il y a encore des trains ou des avions ou des transports pour le faire. Et on voulait... moi, quand j'ai commencé un peu à lire les infos, etc., pendant ce fameux week-end, j'ai commencé à avoir peur aussi parce que j'avais pas envie d'être dans un pays dont je parle pas la langue, dans un système de santé que je connais pas. Enfin, après, il y avait aussi ce côté, il y a une maladie qu'on connaît pas qui vient d'arriver et j'ai pas envie de tomber malade dans ce pays-là. Et puis il y a aussi le fait que le projet s'arrête et tu l'écris dans le livre en disant, toi, ça te perturbe énormément. L'arrêt de ce projet, tu es dévasté en fait, c'est le néant pour toi, il y a plus de futur. Ah bah oui, parce qu'en plus, moi, je vivais... On sait pas pour combien de temps, en fait. C'est ça le truc aussi. Je vivais pour le voyage. Je faisais que ça, de rentrer à Paris, de travailler 6 mois, de repartir en voyage. Et en fait, là, non seulement d'être confinée, mais c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun projet possible aussi, même trouver un travail, Enfin, il y avait plus rien du tout. Et ça, c'était le grand vide, quoi. Alors, vous rentrez sans vos vélos, hein, vous rentrez vous rentrez dans l'urgence. Sans vos vélos, alors c'est vrai que ce projet derrière, on en a parlé, n'aura plus lieu derrière. Vous n'allez plus retourner dans cette ville pour repartir de là où vous vous étiez arrêté. Ça sera un autre projet dont on va parler, qui va vous amener justement dans l'Europe du Nord, à travers la France, dans des endroits aussi magnifiques. Hein. Mais disons que ce projet n'aura plus lieu. Vous laissez vos vélos dans une ville dont je te laisserai la prononciation. Szeged. Voilà. Tu le prononces très facilement. Je ne sais pas si c'est aussi facile, si c'est vraiment ça. Mais voilà. À l'écrit, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, je m'y aventurerai pas. Et puis,
Et puis, est-ce que ces vélos, vous allez les récupérer un jour comment vous les récupérez, ces vélos, en fait? Ouais. Alors du coup, effectivement, on a dû prendre un avion pour rentrer parce que les trains, ils circulaient plus, les bus, etc. C'était trop compliqué. Et on n'avait pas le temps de mettre les vélos dans un carton et de s'organiser pour aller à la capitale, Budapest, pour prendre l'avion, qui était quand même à 2-3 heures de train de Szeged. Donc on a laissé les vélos chez notre warm shower et on les a récupérés en fait 2-3 mois plus tard, en fait en été, après mars, il y a eu quand même cette première vague de Covid et en juillet-août, ça s'est un peu réouvert et même la Hongrie a ouvert ses frontières pendant quelques semaines et donc du coup on est retourné là-bas en train, on a récupéré les vélos, on les a ramenés et c'est vrai que c'était un peu... Ça a dû faire bizarre quand même, non? Ouais, puis c'était un peu récupérer, pas une partie de nous, mais presque en fait, parce que ça faisait mal au cœur, même presque de les avoir laissés là-bas. Et puis en plus, quand on pouvait pas faire grand-chose pendant le Covid, on n'avait pas de vélo, on pouvait pas aller faire des petits voyages à droite à gauche, donc ouais. Alors il se passe quoi pendant ce Covid? Comment tu occupes ton temps? Est-ce que tu replanifies? Est-ce que tu es toujours dans le déni ou est-ce que tu te dis, bon là c'est mort en fait, c'est terminé, on pourra plus jamais faire ce voyage, en tout cas dans les 2-3 ans qui viennent? Dans quel état d'esprit tu es jusqu'à 1 an plus tard, qui va être le moment où vous allez reprendre les vélos et repartir? Comment s'est passée cette année? Parce qu'un an, c'est court, c'est long, mais en même temps court. Enfin, tout dépend dans quel état d'esprit tu es. Mais 1 an, quand il y a un projet qui vient de s'arrêter et on te dit tu pourras reprendre ton vélo dans 1 an, c'est long quand même. Comment tu as occupé ce temps? C'est très long, surtout que, disons que les 2-3 premiers mois, j'étais vraiment... en petite dépression où comme j'étais dans le déni, je me levais tous les matins et je regardais les infos pour me dire que oui, en fait il se passe vraiment ça dans le monde, c'est pour ça que là je suis là, que je suis pas en train de voyager, que je suis confinée en Allemagne et en fait j'avais l'impression d'être dans un film et de me dire ok, mais c'est bien réel. Donc, tous les matins, je me réveillais comme si, en fait, c'était un cauchemar. Mais en fait, non, si, c'est vraiment ça. Et après, comme on avait la chance d'être à la campagne, j'ai commencé à aider les parents de Martin avec les vaches, à m'occuper un peu de la ferme, à essayer de faire des petits projets, à couper du bois. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut faire à la campagne, dans une maison. Et en même temps, moi, je parlais pas tellement allemand. Donc j'étais un peu dans un endroit qui ne m'était pas tellement familier, tout le monde parlait allemand, tous mes amis à Paris commençaient un peu à investir justement leur logement, à décorer et tout, alors que moi, c'était pas ma chambre, j'allais pas y rester, donc j'ai eu un peu ce coup où en fait je savais pas quoi faire. C'était une perte de repères en fait, il n'y a plus de repères. Ah oui, plus rien du tout. En fait, j'avais plus aucune projection sur rien. Plus de possibilité de rouler, tu n'es pas chez toi, dans un pays étranger, d'une langue qui n'était pas ta langue d'origine. Ouais, et puis en même temps, j'aurais pu rentrer à Paris puisque j'aurais pu prendre le train. Sauf que c'était un peu un billet à aller sans retour et ça me faisait peur aussi parce que les règles étaient beaucoup plus strictes en France qu'en Allemagne, il faut le dire. Et en plus, ça aurait été rentrer chez mes parents dans un petit appartement parisien avec tous les deux en télétravail. Donc voilà, je suis restée 3 mois confinée en Allemagne et ça a été très dur. Et surtout, j'avais peur que le voyage n'existe plus dans le sens où, en fait, les contacts... Qu'il n'y ait plus d'espoir de repartir. Oui, et surtout que ce soit plus jamais la même chose, que même si on puisse repartir, et qu'en fait il n'y ait plus cet accueil de l'étranger, parce que là on nous apprend à prendre de la distance, pas à se méfier de l'autre, mais oui forcément puisqu'il peut être contagieux d'une maladie. Si on se méfiait de l'autre, très clairement. Donc j'avais peur que même si on peut repartir, en fait quel est l'intérêt s'il n'y a plus ces rencontres, c'est ce partage. Et donc repartir, effectivement, vous allez repartir 1 an plus tard. Ouais. Donc vous reprenez la direction. Vous reprenez vos vélos, vous partez en Allemagne et là t'expliques justement que tu traverses des monuments historiques en Allemagne où vous êtes totalement seul en fait devant ces monuments. Ouais, c'est vrai. Et puis surtout, très rapidement, comme c'est quand même l'hiver et qu'il fait froid, on envoie des demandes de warm shower, donc c'est ce réseau... Alors justement, warm shower, je voulais qu'on en parle parce que ça a été votre fil conducteur durant tout ce livre d'ailleurs et toutes tes aventures. Est-ce que tu peux nous expliquer, moi je trouve ça fascinant cette communauté, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est warm shower ? Ah oui, Warm Shower, c'est donc une communauté de cyclistes qui est basée sur l'hébergement entre habitants. Donc c'est totalement gratuit. Et en fait, c'est une carte du monde où n'importe qui peut s'inscrire et héberger ou être hébergé. Et donc moi je vais dans un petit village, je vois qu'il y a quelqu'un qui habite ici, je lui envoie un message, je lui dis j'arrive dans 2 jours, est-ce que vous êtes là, est-ce que vous pouvez m'accueillir ? Et puis ça va de
de planter sa tente dans le jardin à avoir sa propre chambre avec sa propre salle de bain et le dîner servi le soir, quoi. Et outre le fait d'avoir un peu de confort pour une nuit, c'est aussi en fait rencontrer les gens et pas être juste de passage où parfois en itinérance on peut, si on fait du vélo, on s'arrête camper en bord de route, on refait du vélo. Finalement on traverse le pays un peu rapidement et un peu moins profondément que si on s'arrête chez les gens. En fait on va rentrer dans une maison, Et les rencontres vont être folles, hein. Moi je sais que j'ai 2-3 rencontres sur lesquelles je veux m'arrêter, qu'on en parle. Moi j'ai été bluffé, quoi. Le fait de rencontrer des gens d'une richesse aussi intense, c'est juste incroyable. Puis on apprend beaucoup. C'est sur le hasard en fait, c'est un peu sur le hasard. Tu choisis pas vers qui tu vas. Ah oui, c'est sûr. Après, il y a une petite description, chacun met ce qu'il veut, mais. Oui, mais quand on va parler de certains profils, je pense que leurs compétences et leurs aventures par le passé n'étaient pas notifiées. Donc c'est en discutant avec les personnes que tu vas découvrir. Et puis cette connexion justement, au départ, elle est quand même un peu brutale parce que donc vous reprenez le chemin, vos vélos, traversez l'Allemagne. Et là, vous commencez à avoir des personnes qui commencent à vous demander si vous avez déjà fait votre test Covid. Donc ça doit aussi jeter un certain froid dans la relation. Il y a cette méfiance dont on parlait tout à l'heure. Et puis, il y a ce passage à la frontière entre l'Allemagne et l'Italie qui est quand même atypique. Je veux dire, ça change des Norvégiens. Hein. On y viendra plus tard. Mais disons que c'est à l'opposé des Norvégiens où, en fait, tu t'attendais à ce passage entre l'Autriche, et l'Italie, est-ce que ça puisse être compliqué parce que vous n'avez pas vos tests PCR, alors qu'il en faut partout pour passer. On ne parlait pas encore à l'époque de vaccins, je ne crois pas. Hein. C'était uniquement des tests. Hein, voilà. Et en fait, il vous a suffi de faire un signe de la main et un sourire et vous avez pu passer en Italie tranquillement. Oui, en fait, je pense que les gens, les douaniers à la frontière pensent pas qu'on est sur un si grand voyage et qu'en fait, ils pensent qu'on est juste des cyclistes du dimanche qui font un petit tour et qui reviennent. Donc effectivement, ils nous ont pas du tout arrêtés à la frontière. Et comment se passe la traversée en Italie ? En Italie, c'est super parce que c'est la région du nord des Dolomites. Il y a des super itinéraires cyclables. Moi, j'avais déjà fait une petite partie de l'Italie sur mon premier voyage quand j'étais toute seule. Et j'étais sur des grosses routes avec des voitures qui roulaient très vite. Et là, forcément aussi avec le Covid, effectivement, il y a moins de monde dehors, il y a moins de monde qui bouge, il y a beaucoup moins de voitures. Et l'Italie, c'était exceptionnel. Moi, j'ai beaucoup aimé l'anecdote chez Stefano pour faire cuire les pâtes. Ah oui. Où il faut faire cuire les pâtes généralement quand c'est au bout, mais par économie de gaz, vous, à la première bulle, hop, on coupe le réchaud. Ah oui, c'est sûr, quand on a un petit réchaud, on est obligé de couper tout de suite le gaz pour économiser, et c'est vrai que c'est un sacrilège pour les Italiens de faire cuire les pâtes comme ça. Et c'était un peu un contraste assez drôle. Il y a aussi une anecdote, c'est en Italie que vous rencontrez un autre cycliste et vous faites quelques jours avec lui. Et quand vous lui expliquez justement le nombre de kilomètres que vous faites par jour, qui est à peu près 100, j'ai beaucoup aimé cette anecdote parce que lui, justement, dit « Ah non, mais surtout pas. Moi, je ne veux pas faire 100 km par jour. C'est pas que j'en suis pas capable, c'est que je ne veux pas parce que je ne veux pas que ça crée de l'endorphine et que je sois obligé des jours d'après d'avoir ce besoin de continuer. » J'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais, puis c'est marrant parce que moi, j'avais jamais réfléchi à ça, je m'étais jamais posé la question. Et c'est vrai qu'en y repensant, je sais que moi, quand je m'arrête... plus d'une journée à un endroit pendant un voyage à vélo, et en fait la deuxième journée, la première ça va parce que on est très occupé, on a plein de choses à faire, une machine à laver, donner des nouvelles, etc. Mais la deuxième journée, si j'ai pas quelque chose à faire, en fait je sens cette baisse d'énergie, de motivation, où en fait j'ai juste envie de repartir et j'ai pas du tout envie d'être dans une ville, d'être à l'intérieur, et en fait je pense que c'est aussi mon corps qui en redemande et de continuer de faire du vélo. Et après plus tard, quand on était du coup au Canada, où on a fait c'était des routes très reculées et il faisait nuit à 23h et du coup on faisait 150, 160, des choses qu'on fait jamais nous d'habitude. Et là, j'ai bien vu et je me suis rappelée de ce gars qui nous avait dit ça, et c'est vrai que là le corps il est plus t'en fais, plus t'as envie d'en faire et plus t'as envie de battre ton record aussi de kilomètres en faire une journée. J'avais jamais réfléchi de cette manière-là, ça met les choses en perspective, mais de dire non, j'en suis capable, par contre je ne veux pas, je me freine moi-même, pour pas être, je me limite moi-même pour pas être dépendant de son corps et d'être hyper intéressant. Et puis donc vous traversez effectivement donc l'Autriche, l'Italie pour rentrer en France par le sud de la France, par Monaco. Et puis il y a cette effectivement, tu le décris, hein, quand tu arrives à Monaco, il faut monter la Turbie, une côte que j'ai moi-même roulée quand j'avais fait mon Tour de France randonneur. Et effectivement, quand tu as un vélo chargé, elle est difficile, mais par contre elle offre une vue sur Monaco qui est splendide.
Ah oui, c'était formidable. De toute façon, là, on n'avait pas le choix puisque Monaco était fermé. En plus, on a appris qu'il y avait, je crois, le Grand Prix de Formule 1 ou un truc comme ça. Et en plus de tomber, d'accord. Okay. Mais du coup, on était très, très contents d'être aussi loin de toute cette agitation. Donc, finalement, mais ça va, on a quand même des vélos qui moulinent bien. Donc, avec un bon braquet. Ouais. Et puis, justement, on arrive sur une des premières rencontres dont je voulais m'arrêter, c'est Sandrine et Rodolphe. Sandrine et Rodolphe, donc, c'est des personnes qui vous ont hébergé en France. Et quand j'ai lu le profil du gars, je me suis dit, mais qui est Rodolphe ? Je veux rencontrer Rodolphe. Mais tu peux rencontrer Rodolphe, hein, je te mets en contact avec lui. Parle-nous de cette famille. Bah en plus, ça s'est fait... je sais qu'ils sont sur un Eurovélo à côté de Montpellier. L'Eurovélo 8, je crois. Oui, c'est vrai que je ne connais pas trop les numéros. Mais, c'est la 8, c'est ça. Mais du coup, ils ont énormément de demandes, forcément, surtout en été. Et donc, on a eu la chance d'être accueillis par eux parce qu'on était des voyageurs au long cours et qu'on allait voyager longtemps. Et puis, c'est une famille où... donc, ils sont partis en famille, à vélo, je crois, en Amérique du Sud. Et c'est vrai que quand ils parlaient de leur voyage, tout avait l'air si facile, alors qu'ils étaient quand même avec 2 enfants en Amérique du Sud ou dans les Andes, avec des moments sûrement très difficiles. Et en fait... je sais pas, ou même Rodolphe, du coup, qui préparait des expéditions, enfin, qui avait préparé des expéditions, et on lui disait, mais comment tu te prépares pour justement aller, je sais plus si au pôle Sud ou au pôle Nord. Au pôle Nord. Non, mais Rodolphe, il a tenté de traverser le pôle Nord en char à voile. Oui. Et il a fait demi-tour 2 mois et demi après. Enfin, il faut s'imaginer 2 mois et 70 jours, 80 jours. Même à 2, sur un char à voile, par des températures probablement autour de moins 40, moins 45, faire demi-tour, c'est-à-dire mettre fin à son projet pour traverser en fait le pôle Nord géographique entre l'Alaska et le Spitzberg. C'est un truc de dingue. Mais c'est marrant parce que c'est un homme qui est très simple dans le bon sens du terme. C'est qu'il est... Voilà, on dirait pas qu'il a fait des expéditions aussi intenses. Et quand on lui demandait comment il se préparait, il disait je prenais mon sac de couchage, puis j'allais dormir dehors en hiver, juste dans le jardin. Voilà, en fait, tout avait l'air si facile. Alors, c'est vrai que c'est pour ça qu'on n'a pas l'impression qu'il a fait des trucs absolument extraordinaires, parce que pour lui, quand on l'entend parler, ça a l'air si simple, en fait. Ouais, impressionnant. Mais je t'invite à l'interviewer. Tu vois, j'ai noté son nom. Je voulais qu'on en parle. Donc, en tout cas, une très très belle rencontre. Et c'est sûr, quand on fait ce genre d'aventure à vélo et qu'on rencontre ce genre de couple, ça doit être génial. Oui, de s'arrêter, de repartir. Ça va être probablement triste parce que tu aurais bien aimé probablement également rester discuter avec ces gens-là. Mais en tout cas, c'est génial ce genre de rencontre. Oui, et puis en plus, c'est tous les petits problèmes. Disparaissent. J'ai mal aux fesses, et c'est dur et il pleut. En fait, non, lui, il pleuvait pas, il faisait moins 20, il y avait du vent et un ours polaire qui est venu le voir. Donc, effectivement, c'est bon. Et puis ensuite, vous continuez l'aventure. Tu parlais de tes vélos, justement, qui avaient un bon braquet. Je dirais que heureusement, parce que vous tapez l'école des Pyrénées. Oui, Perret-Sourde, Aspin, le Tourmalet. Enfin, le Tourmalet, faut y aller quand même, quoi. C'est avec des vélos, tu vois, des vélos de voyage à vélo. C'est combien, 40 kilos peut-être le vélo, 35 Ouais, 40, parce que le vélo en lui-même fait à peu près 17 kilos sans rien, et avec les bagages, une vingtaine. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui ont déjà fait le Tourmalet avec des vélos de 9 kilos, ils doivent s'imaginer ce que c'est qu'avec un vélo de 40. Après, on va juste plus lentement. Et justement, c'était marrant parce qu'on se faisait doubler par tous les cyclistes du dimanche qui, du coup, nous encourageaient. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même aussi cette ambiance très vélo sur l'école du Tour de France qui était vraiment super chouette. Donc, Mais c'est vrai que monter des vélos d'aventure comme ça sur ces sommets-là, j'avais presque envie de te demander, mais pourquoi en fait ? C'est-à-dire que pourquoi vous n'avez pas tout simplement, vous n'êtes pas tout simplement resté au pied des Pyrénées et puis tracé direction le Pays Basque, quoi, tu vois ? Pour le défi quand même. Bon, après, on les a pas tous fait, parce qu'il y en a qui font la route d'école. Aspin, Tourmalet, déjà ces 3-là, tu vois. C'était pour se tester un peu, et puis c'est vrai que c'est tellement gratifiant une fois qu'on est arrivé en haut qu'on aime ça, puis la montagne aussi. C'est magnifique, les Pyrénées, c'est magnifique. Alors, mais c'est vrai qu'on parle de la montagne et de la difficulté avec les braquets, mais je pense aussi à l'inertie des vélos dans la descente, notamment le Tourmalet,
qui est quand même hyper pentu. Les vélos qui font 45 kilos, ça veut dire qu'il faut faire confiance à ses freins. Quand on descend, vous avez eu des soucis mécaniques oui. ou On n'en a pas eu, mais moi j'avais mal aux mains en descendant plus que mal aux d'accord. jambes en J'avais eu montant. la même sensation. Ouais. Parce que en plus, moi je suis pas très à l'aise en Afrique. J'avais eu je sais pas si on en avait parlé, mais j'avais eu un accident où justement c'était dans une pente. Et donc du coup j'ai toujours un peu peur dans les descentes. Donc je vais vraiment à 2 à l'heure. Mais c'est vrai que j'en avais mal aux mains, quoi. Ouais, j'ai eu la même sensation. Quand j'ai descendu, c'était le col, je crois que c'était l'Aspin. Il y a un des côtés qui a un pourcentage hyper pentu. Alors le Tourmalet également. J'avais monté par la Mongie et descendu par Bagnères. En arrivant en bas, j'avais mal au poignet, effectivement, et aux chevilles, parce que t'es en appui tellement la pente, elle est importante. J'avais été bluffé. Donc, puis t'es crispé aussi parce que justement t'es pas très à l'aise et si tu lâches les freins, ça t'emmène à une vitesse trop élevée, je pense. Mais bon, c'était important d'en parler. Et puis derrière, il va y avoir une décision à prendre, c'est-à-dire celle d'aller en Norvège. Oui, alors là, c'était un peu... là, quand on est en France, on se fait vacciner, donc on a les 2 doses, donc ce qui nous permet de voyager. Sauf que c'est vrai qu'il y a encore pas mal de restrictions, il y a encore des frontières qui sont fermées. On commence déjà à réfléchir un peu, donc déjà à changer de continent, puisque tout ce qui est à l'est de la Turquie est fermé, ils ne délivrent pas de visa, etc. Donc à se mettre sur le continent américain. Vous avez été plusieurs comme ça. Je te coupe, excuse-moi Tiffaine, mais vous avez été plusieurs, des gens que j'ai rencontrés, des aventuriers comme toi, aventurière, qui ont tournicoté en Europe, on va dire ça comme ça, alors que c'était prévu d'aller à l'Est, tu vois. Et finalement, ça a tournicoté, voilà. Donc, ouais, forcément, on temporise, en fait. Mais là, on commençait déjà à réfléchir à aller au Mexique, parce que c'était un pays qui est resté plus ou moins ouvert pendant toute la pandémie. C'est un grand pays, il y a 6 mois de visa, on s'est dit, bon, déjà... Enfin, moi, j'avais des envies d'autres continents. Martin, il était un petit peu plus réticent. Il pensait que ce n'était pas encore le moment. Il préférait que la situation s'améliore encore plus. Et du coup, pour lui, c'était en gros, soit on continue encore à tournicoter en Europe, soit on s'arrête de travailler quelques mois. Et donc, pour moi, c'était juste inconcevable. Donc, j'ai dit, OK, on continue à tournicoter. Donc, on est monté en Norvège jusqu'aux îles Lofoten. Alors là, on est en quelle année ? 2021 ? Et oui, on est toujours en 2021. Alors 2021, la Norvège, effectivement, a ouvert son pays en janvier, je crois, ou décembre. A ouvert son pays, effectivement. La Suède était ouverte, mais la Norvège est un pays où moi, je m'y suis confronté et j'ai été refoulé. C'était en février 2020, janvier 2020. Moi, j'ai été refoulé à la frontière. Je venais de la Suède. Ah oui. Et je me suis fait refouler à la frontière norvégienne où, si tu n'étais pas norvégien, tu ne pouvais pas rentrer, en fait. C'était impossible. Puis avec les Norvégiens, tu discutes pas. Tu comprends tout de suite que tu peux pas discuter. Ouais, il y a pas mal de voyageurs qui sont venus justement de la Suède et qui ont traîné en Suède. Parce qu'en Suède, tu pouvais. Ouais, effectivement. Et qui ont attendu que les frontières s'ouvrent pour la Norvège. Quoi, sauf à prendre des raquettes ou des skis à traverser, mais c'était compliqué parce que voilà. Et donc la Norvège, ça veut dire que là, il faut monter patte blanche. Moi, je sais que quand je suis passé en Norvège, donc on était en janvier 2021. En janvier 2022, il m'a fallu montrer 4 documents officiels pour rentrer. Donc test PCR, carnet de vaccination, demande d'accès au territoire, passeport, ça avait été assez compliqué. Et pour vous, tout s'est bien passé. Vous accédez à la Norvège en règle. Oui. On a pris le ferry depuis le Danemark et il me semble que c'était juste la vaccination. Et l'objectif, c'était quoi ? C'était d'aller au Cap Nord ou juste d'aller voir les îles Lofoten ? L'objectif, donc, c'était de continuer à rester un peu en Europe le temps que la situation s'améliore. C'était surtout ça. Et en fait, non, pas le Cap Nord, parce que Martin, il y avait déjà été en vélo et qu'il ne voulait pas forcément y retourner. Et que, c'est vrai qu'une fois que tu l'as fait une fois, c'est superbe. Ouais. Mais c'est lassant, enfin, on va dire, c'est plat, généralement. C'est la même route, en plus, on ne peut pas faire... On ne peut pas changer de route, puis les conditions sont assez difficiles. Donc moi, je m'étais dit, bon, c'est pas mon objectif de vie d'aller au Cap Nord, donc si on s'arrête aux Lofoten, ça ira très bien, et c'est ce qu'on a fait, et c'était super, parce que les Lofoten, c'est vraiment magnifique. Même la Norvège, donc, tu en parles, tu expliques que oui. les paysages... vous bivouaquez des fois dans des endroits, ça fait rêver, quoi. Tout ce que tu décris, c'est juste magnifique. Bah, c'est vrai que du coup, moi, j'y attendais pas grand-chose. Moi, j'avais juste qu'une hâte, c'est d'aller sur un autre continent, parce que voilà, j'en avais un peu marre je m'ennuyais un peu en Europe, parce qu'il y a quand même une mixité culturelle, etc., qui m'ennuyait un peu.
Et finalement, la Norvège, j'ai adoré parce qu'effectivement, n'importe quel petit lac, petit fjord qui n'a pas de nom est magnifique et même sur la côte. Vous pouvez bivouaquer partout là-bas, c'est ça, c'est autorisé. Ah oui, Ouais. c'est un peu le principe de la nature et tout à chacun. Et si on se met au bord d'un lac à côté d'un village, il y a les Norvégiens qui passent pour aller se baigner à 22h dans l'eau à 12 degrés et qui nous regardent et qui nous saluent en fait. Et on n'est pas, c'est pas bizarre, on n'a pas besoin de se cacher. Et ça, c'est vrai que c'est quand même super agréable de pouvoir bivouaquer comme ça un peu partout. Et puis c'est un pays, alors la densité, j'allais dire, elle est folle. Non, à l'inverse. Oui. C'est-à-dire que c'est le pays le moins densément peuplé après l'Islande et la Russie. Ah ouais, je ne savais même pas. Ouais, mais effectivement, ils sont concentrés en fait principalement dans les grandes villes. Après, les territoires sont tellement vastes que l'interaction, les connexions, d'ailleurs, on va en parler un peu plus loin quand tu seras en Suède, mais j'ai beaucoup aimé la remarque d'une Suédoise. Une Suédoise, on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, je voudrais m'arrêter sur le fait d'avoir des interactions sociales dans ces pays scandinaves. C'est assez particulier. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi quand tu parles justement d'un endroit touristique. Vous êtes en Norvège, donc il y a un endroit touristique. Et puis, les Norvégiens, ils ont rouvert un peu leurs frontières, mais forcément, les touristes reviennent. Et toi, tu te retrouves à un moment donné dans un endroit où tu te sens, je reprends tes mots, je me sens pouilleuse, avec mes baskets trouées et délavées au milieu de tous ces touristes bien apprêtés. Alors ça m'a fait rire parce que c'est le propre du bikepacker, en fait. C'est-à-dire que quand tu voyages à vélo, t'as pas de confort, t'emmènes pas avec toi tout ce que tu veux emmener, sinon ça fait 100 kilos où il te faut une charrette. Et très souvent, tu te retrouves dans ces situations, soit dans un train où toi, tu transpires, tu te sens très très fort, et à côté de toi, t'as le mec qui est en costard-cravate, et toi, tu te retrouves dans cette situation où en fait, t'es au milieu de touristes qui sont eux nickel, et toi, tu te sens déconnecté totalement. C'est vrai que ce décalage, il est pas facile parce que en fait, tant que t'es dans... C'est génial en même temps, il est pas facile, oui. Mais en même temps, c'est génial. Tu vois, si tu prends de la hauteur, je trouve ça exceptionnel, quoi. Ouais, parce qu'en fait, tant que t'es dans ta petite bulle justement du voyage à vélo, que t'es tout seul dans la forêt, sur les routes, en fait, tu t'en fiches, quoi. Mais c'est vrai que dès que tu rencontres les touristes, tu fais on n'est pas du tout dans le même monde. Non, mais pourtant, on est là, au même endroit. Au même endroit, on voit la même chose. Mais... C'est ce qui me plaît beaucoup dans le voyage à vélo, c'est que tu te retrouves des fois avec un t-shirt, une paire de claquettes et un short que tu as mis, que tu mets tous les soirs quand tu descends de ton vélo depuis un mois, et puis tu es dans un endroit où les gens sont tous nickel, tu vois. Et nous, là, pour la rando où ça s'est passé, on a laissé du coup nos vélos au pied de la rando, et on s'est dit, on va pas se faire voler nos vélos, etc. Et en fait, de mettre justement les chaussettes qui sèchent, la serviette, etc. sur le vélo, c'est vrai que ça fait pas du tout envie, et que du coup, on s'est dit, personne va y toucher, parce que là, franchement, c'est pas... C'est un marqueur, ça me rappelle une anecdote. Une fois, j'avais vu un reportage au Japon, justement, où il y avait des cyclistes qui allaient au Japon pour la première fois, et donc ils descendent... Ils montent leur vélo après l'avion, ils commencent à faire leur première évolution, ils se rendent compte qu'ils ont oublié leur cadenas en Europe. Et donc, ils essaient de trouver un marchand qui vend des cadenas. Donc, ils se renseignent. Et à un moment donné, ils demandent, mais est-ce qu'on peut trouver des cadenas, en fait ? Et les gens leur disent, mais pourquoi faire ? Pourquoi tu veux un cadenas ? Pour attacher mon vélo. Et on leur répond, mais pourquoi tu veux qu'on te le vole ? C'est ton vélo. Tu vois la différence de mentalité, donc ça me fait penser à ça. Mais la technique des chaussettes qui sèchent, c'est peut-être pas mal. Et puis, il y a aussi les îles Lofoten. Donc, vous continuez votre évolution sur le nord, mais il y a ce passage du cercle polaire arctique. Et moi, j'ai eu la chance de le traverser en plein hiver. Et je trouve ça exceptionnel de pouvoir se dire, j'ai roulé jusqu'au-delà du cercle polaire. Vous l'avez passé donc c'était en... On était sur un petit ferry. Ouais, et vous étiez, c'était le printemps en tout cas, les printemps oui, c'était l'été, c'est ça ouais, l'été. Et il y a quand même une sensation qui est particulière de traverser le cercle polaire. Ah oui. En plus, on se rend pas compte, mais oui, en fait, on monte au nord, et puis au bout d'un moment, on traverse le cercle polaire arctique et pas sans s'en rendre compte. Mais après, là, on réalise quand même qu'on est aussi au nord, en fait. Et puis la Scandinavie, donc la Norvège, qui fait partie de la Scandinavie, il y a aussi cette faune. Les rennes, les élans, vous avez probablement peut-être croisé sur la route. Ah oui, des rennes très très souvent, des élans un peu moins, mais quand même on en a vu. Et ce que j'ai découvert moi, en allant en Scandinavie, c'est qu'en fait les rennes, il n'y a pas de rennes sauvages. Les rennes sauvages n'existent pas. C'est-à-dire que chaque renne appartient à un propriétaire. Donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup le parallèle entre les cow-boys du Kansas au centre des États-Unis et les éleveurs de rennes en Suède, parce que très clairement c'est les mêmes. Ils ont le flingue à la ceinture, le couteau de l'autre côté.
Et avec leur motoneige, ils surveillent les troupeaux de rennes l'hiver, alors que les cow-boys, c'est les chevaux, tu vois. Mais c'est effectivement, il y a aucun renne qui est en liberté. Chaque renne appartient à un propriétaire. Ça, je ne savais pas. Oui, moi non plus. Enfin, je l'ai appris en Norvège, mais un peu plus tard, après avoir vu plein de rennes, où je me suis dit, oh, c'est formidable, ces animaux sauvages. Et en fait, non, ils ne sont pas sauvages, effectivement. Ils sont bien repérés. Mais ils sont aussi, quand même beaux. Ouais, il y a aussi ce que tu avais cru être des dauphins. Ça aussi, ça doit être génial de se lever. Bon, c'était pas des dauphins, mais l'impression était quand même, en termes de nature, ce que tu vas rechercher là-bas, ça doit être extraordinaire de se lever le matin et de voir en face de toi la nature en pleine puissance, quoi. Ah oui, là, c'était exceptionnel de se lever. Donc, du coup, j'ai entendu ce souffle. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Et d'un seul coup, je vois la mer qui était toute plate et quelque chose qui en ressort. Et donc, du coup, c'était des marsouins. Et c'est pour ça que je les entendais souffler, parce que c'est un peu comme une baleine, en fait. Il souffle l'air, alors que je pense pas que les dauphins le fassent. Mais du coup, je pensais que c'était des dauphins. Et là, c'était tout plat et on voyait des petits Je voulais qu'on s'arrête sur ça, parce que dans le premier livre que tu as écrit, qui s'appelle Little Miss Pédale, il y a une magnifique photo avec une girafe. Tu vois laquelle je veux parler, oui, juste derrière un bosquet, je sais pas comment tu peux l'appeler, mais bref, on voit que tu es en vélo et derrière toi, il y a cette girafe qui sort du buisson. Je trouvais cette photo magnifique. Et là, que tu nous partages ton expérience aussi avec un marsouin, ça doit être... tu as rencontré quand même beaucoup d'animaux, quoi, finalement, dans tes aventures. Ben oui, au final, c'est ce que permet aussi le voyage à vélo, et surtout de bivouaquer, de faire du camping sauvage, et c'est là qu'on est sur le territoire de ces animaux qui sont là avant nous, et forcément, ouais, ça pousse à la rencontre. Et puis vous redescendez, une fois que vous avez atteint votre objectif, qui est les îles Lofoten, vous redescendez par la Suède. Et là, tu parles d'une interaction avec une Suédoise. Mais moi, j'ai plus envie de te poser la question, comment se sont passées les interactions avec les Scandinaves de manière générale ? Quel est ton ressenti vis-à-vis de ça ? Je te donnerai après mon avis. Mais quel est ton ressenti vis-à-vis de ça ? Déjà, il n'y en a pas beaucoup des interactions. Donc, nous, on y était en été. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de voyageurs à vélo, qu'il y a quand même pas mal de touristes aussi. Donc, je pense que les Scandinaves, ils n'ont pas forcément envie d'échanger comme ça avec les touristes. Et qu'une fois, on avait demandé aussi je sais plus, c'était en Norvège, on avait demandé où est-ce qu'on peut planter notre tente, parce qu'à cet endroit-là, on ne trouvait pas de terrain qui ne soit pas privé. Et là, on avait un couple qui nous pointe un lieu, et plus tard, ils reviennent dans la soirée, et puis ils nous disent « Ah, c'est bien, vous êtes bien installés. Nous, on habite là. » Il y avait leur maison, leur belle grande blanche maison, et ils nous ont dit « Bonne nuit ». Et en fait, moi, j'étais un peu, pas choquée, mais je me suis dit, même pas, ils nous disent, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? Est-ce que, on est là si vous avez besoin ? En fait, ils nous montraient juste où ils habitaient, et c'est tout. Et ils sont repartis. Donc, il y a un peu ce décalage avec ce que j'ai pu vivre en Afrique, par exemple, où c'était vraiment tout le contraire, où on se plie en quatre pour t'accueillir, et si tu as besoin de quelque chose, on va te l'apporter tout de suite. Et dans les pays scandinaves, c'était un peu froid. Après, c'est peut-être une généralité, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. Après, c'était après le Covid aussi, donc il y a plein de choses qui font que... Mais... c'est comme ça. J'ai pas envie de dénigrer... Je vais dans le même sens que toi. C'est-à-dire que en Finlande, c'est la première fois où je commençais une phrase à une personne, et en fait, quand je l'ai terminée, elle était déjà partie. Tu vois, ça m'était jamais arrivé de voir une personne partir alors que j'étais en train de parler. Tu vois ce que je veux dire ? Non, ils ont vraiment, effectivement, c'est leur... Alors, ils sont très gentils. Moi j'adore la Scandinavie. Hein. J'ai même, à un moment donné, avec ma compagne, on avait hésité à aller vivre en Suède, parce qu'on adore ces paysages et cette mentalité. Très respectueux d'autrui, des règles, de la nature, enfin voilà. Mais par contre, c'est très spécial, là, parce que comme tu le décris dans ton livre, eux, en fait, les Suédois notamment, là en l'occurrence on parle des Suédois, ils sont pas tous comme ça, je le précise, je ne vais pas recevoir de messages de Suédois, voilà. Mais en l'occurrence, cette personne te disait qu'ils étaient contents que le Covid s'arrête, le confinement, non pas parce qu'ils voulaient pas rester chez eux, c'est que la distance de 2 mètres dans un appartement avec quelqu'un d'autre était beaucoup trop courte, en fait. Ils avaient besoin de plus d'espace, tu vois. Donc, oui, ça c'est bien résumé, parce qu'en fait, elle nous disait que pareil, quand elle passait, donc c'était une Suédoise qui habitait dans un petit village où il y avait 5 maisons, 5 foyers à l'année qui habitaient là, et elle disait parfois je passe et il y a mon voisin qui est dans le jardin et il se cache pour pas me dire bonjour, et elle me dit mais moi je fais la même chose. Et du coup c'est normal, c'est juste comme ils sont en fait, et après je leur jette pas la pierre, non, c'est tout à fait ça. Moi je sais que les gens me regardaient très bizarrement quand je passais à vélo et que je leur faisais des grands signes en disant salut, bonjour.
bonjour, ça va et tout. Les gens ne comprenaient pas, tu vois. Je voyais qu'on me regardait en disant, mais qui c'est? Tu vois, qui c'est? Mais c'est vrai qu'ils ont ce côté assez froid, mais par contre, voilà, ils sont très, 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 très sympathiques. Et puis, à un moment donné, on continue, donc vous redescendez direction l'Europe, on va dire le centre de l'Europe, et puis il y a cette décision à prendre de se dire où est-ce qu'on continue l'aventure. Mexique, Amérique du Nord, comment est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va à bateau? Est-ce qu'on y va en avion? Parle-nous de cette réflexion et de cette prise de décision. Parce que sur cette fin d'aventure, tu l'écris dans ton livre, tu commences à être envahi par une sorte de nonchalance, enfin pas de nonchalance, mais de doute, on va dire. Pourquoi tu fais ça en fait? C'est quoi le but de tes voyages à vélo? Oui, parce que j'ai commencé un peu à me lasser, à me dire en fait, il n'y a pas de projet derrière. En plus, je suis plus tellement dans la découverte. J'ai l'impression de connaître déjà un peu l'Europe. Et donc, avec cette lassitude, donc pour moi, c'était forcément de changer de continent. Et je voulais y aller, ça aurait été chouette de pouvoir y aller en cargo ou en voilier. Mais c'est vrai que ça rajoutait une grosse incertitude parce que si on prend un voilier, où est-ce qu'on va arriver, quand parfois les voiliers ils vont juste Martinique-Guadeloupe et du coup après il faut retrouver un truc pour arriver sur le continent. Enfin, il y avait beaucoup trop d'incertitudes, ce qui a un peu fait péter un câble à Martin qui a dit non, moi je veux bien aller sur un autre continent, mais bon, il faut y aller. Voilà, il faut que ce soit un peu plus clair. Donc on a dit ok, bon, on prend un avion. Tant pis, on ne sera pas du 100% sans avion. Et puis le Mexique, comme je le disais tout à l'heure, parce que voilà, c'était un pays qui était ouvert et aussi parce qu'il y a la femme de mon cousin qui a une maison à côté de Cancun, elle est mexicaine. Et donc c'était aussi rassurant de se dire bon, allez, on peut arriver déjà là-bas, se poser un petit peu et puis avoir des conseils de quelqu'un qui est de là-bas. Donc du coup on arrive à Cancun et là la question se pose aussi parce que d'arriver à Cancun, le problème c'est que soit on monte au nord et puis alors on loupe tout l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, et puis soit on va au sud et on loupe quasiment tout le Mexique parce qu'au final on est quasiment au sud du Mexique. Donc c'est un peu le fait d'arriver au milieu est pas facile non plus et on pouvait pas arriver beaucoup plus bas. Mais Cancun c'est comme une destination estivale. Enfin Cancun c'est t'as des clichés, tu vois, moi j'ai des images qui me viennent en tête. Quand tu arrives avec 2 vélos de voyage à vélo à l'aéroport international de Cancun, vous devez être... les gens doivent vous regarder, eux qui viennent faire des vacances, tu vois, ils viennent en vacances. Ça doit être... Non mais c'était atroce parce que je me souviens, c'était pas l'aéroport était pas du tout adapté pour qu'il y ait des gros avions qui arrivent et donc et en fait ils checkaient je crois tous les bagages ou ils checkaient quelque chose à la sortie, donc on pouvait pas juste sortir comme ça et donc ça faisait un espèce d'embouteillage où nous on était avec nos gros cartons et inconfortable et puis tout le monde poussait machin et puis ils étaient avec leurs petites valises voilà et ils nous regardaient avec nos cartons et ils étaient gênés en fait qu'on prenne toute la place, etc. Enfin, l'arrivée à Cancun était absolument atroce. Mais de toute façon, on savait qu'on n'allait pas y rester, que c'était vraiment aussi pour avoir un vol direct, parce que des vols directs, il n'y en a pas. C'est plus simple avec des gros cartons et des vélos, c'est beaucoup plus simple, je te confirme. Ça enlève du stress en tout cas. Tu es certain que si tu déposes ton vélo, tu es certain qu'il arrive à destination et qu'il ne s'est pas perdu dans un transfert. Et qu'il arrive plus ou moins en bon état aussi, parce que quand il y a une escale, c'est eux qui le manipulent et ils ne font pas forcément attention. Ouais, ils ne font pas du tout. Il ne faut pas utiliser le conditionnel. J'ai des preuves, j'ai des images. Et puis, alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai été stressé en lisant votre traversée du Mexique parce que j'ai l'impression que, moi, en lisant le livre, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va leur arriver? Qu'est-ce qui va leur arriver? Quand est-ce qu'il leur arrive quelque chose? Il ne va rien vous arriver, je précise, mais en tout cas, dans ton livre, tu expliques que plusieurs fois, on vous met en garde. Dès le début, en fait, avec des cyclistes qui se sont fait écraser, il y a eu un double meurtre, enfin. Et comment, en fait, tu fais pour profiter? Comment tu as fait pour profiter de cette aventure alors que tu le décris plusieurs fois? Il y a des situations quand même parfois qui sont... il y a même une fois, je crois qu'on vous alerte, il y a même les gendarmes qui viennent vous réveiller, vous êtes endormi dans la tente, qui viennent vous réveiller en vous disant « Non mais là, il ne faut pas rester là, c'est dangereux ». Et vous leur répondez « Non mais... en fait, on a la flemme de tout ranger, donc on va rester. » Non, mais c'est surtout qu'il y avait un autre voyageur à vélo qui était là et qui dormait sur la place centrale du village. Et donc, du coup, ils étaient venus nous chercher, effectivement, et nous dire de dormir là où il était. Sauf qu'on a très bien vu où c'était. C'était au milieu d'un carrefour où il y avait plein de voitures, même la nuit, où il devait y avoir des bars autour et de la musique. Et donc, même s'ils nous ont dit que c'était dangereux là où on était,
Là, à 2h du matin, en pleine nuit, on n'avait aucune envie de se retrouver là-bas avec les lumières et tout. Donc, mais après, on a très très mal dormi. Et effectivement, le Mexique, ça a été compliqué parce que, alors il y a eu quand même des moments, enfin en fonction des bons moments avec la nature notamment. Pas oui, la nature, je pense aux volcans, les éruptions des volcans. Enfin ça doit être merveilleux de vivre ça, quoi. Ah oui, non, même avec les gens. Mais en fonction des États, ça dépendait vachement des États en fait. Où il y avait des moments où on nous mettait en garde tout le temps. Et donc ça, c'est vrai que c'était assez troublant parce qu'en Europe, par exemple, quand j'étais toute seule, on me mettait en garde sur le pays d'après, de gens qui n'avaient jamais été dans ce pays-là. Donc, en fait, je prenais pas du tout au sérieux ce qu'on me disait. Alors que là, quand c'est les Mexicains eux-mêmes qui ont peur de leur propre pays et qui sont là, en fait, ça fait un peu plus réfléchir. Et en plus, on allait acheter des fruits au village et on nous mettait en garde et on faisait ci, on nous mettait en garde. Et en fait, on en avait marre que toute la journée, et c'est quoi cette mise en garde ? C'est vraiment l'insécurité du pays ou c'est les bandes rivales C'est qu'effectivement, il y a quand même des villes qui sont régies par les cartels, qu'il y a quand même ce problème de cartel au Mexique qui existe encore et du coup, les gens en ont très peur. Après, c'est un peu, comme je le dis, c'est un peu comme le terrorisme. Hein. Ça fait beaucoup de bruit. On n'est pas forcément visé, mais ça fait beaucoup de bruit. Les gens en ont peur. Et les cartels, c'est pareil. Sauf que, clairement, nous, en tant que voyageurs à vélo, on n'est pas du tout visé par les cartels. Si on n'est pas, si on va pas en boîte de nuit et prendre de la drogue, il n'y a aucune raison, sauf à être au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais du coup, les Mexicains ont peur. Et ils remettent leur peur sur nous et c'est vrai que des fois c'était un peu lourd mais c'était pas c'était surtout dans un état et le reste ça va, c'était pas non plus tous les jours où t'as ça au-dessus de la tête tout le temps non plus. Et vous traversez également la Panaméricaine qui est quand même un endroit assez connu en tout cas quand tu fais des aventures à vélo, tu suis les différents itinéraires. Il y a quand même cette Panaméricaine, même si effectivement il reste il y a beaucoup de voitures, ça doit être sympa de pouvoir alors je ne dis pas apprécier rouler ici, mais en tout cas d'avoir coché le fait d'avoir roulé sur cette route-là. Et puis derrière, il y a le Mexique, donc effectivement, finalement tout s'est bien passé, même si on vous a mis en garde plusieurs fois. Vous avez vécu quand même des bons moments en connexion avec la nature, notamment avec les volcans, ces éruptions et ces détonations qui vous ont parfois surpris. Et puis il y a le Guatemala également, c'est ça, derrière, que vous avez traversé ? Oui, finalement, comme on ne savait pas trop si on montait au nord ou on allait au sud, on s'est dit on va aller au Guatemala et c'est au Guatemala qu'on a décidé qu'on allait au nord. Donc on a fait une petite boucle pour repasser après ensuite au Mexique. Et ça a été une belle découverte aussi. Et c'est marrant parce qu'il y a d'autres voyageurs ou d'autres touristes qui nous ont dit que le Guatemala, c'était aussi dangereux, voire plus dangereux que le Mexique. Mais le ressenti était totalement différent parce que là-bas, personne ne nous parlait d'insécurité. Donc du coup, on la ressentait pas du tout. Et... Ça me fait un petit peu penser, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs fois en face de moi des personnes qui ont fait des aventures à vélo, mais qui ont pris ce que tu t'apprêtes à prendre, c'est-à-dire la route de la soie, la direction de l'Est en fait. Et en fait, très tôt, en Europe, on leur disait « Où est-ce que vous allez ?» Alors les gens répondaient « On va à l'Est » et on leur disait « Oh, à l'Est, c'est dangereux. » Et quand ils allaient à l'Est, une fois qu'ils étaient à l'Est, on leur disait qu'à l'Est, c'était dangereux. Et au final, pas du tout. Et ça me fait un petit peu penser à ce que tu viens de décrire, à ce que vous avez vécu en Amérique du Nord. Ouais, c'est pour ça que c'était assez troublant, finalement, le Mexique, puisque là, c'était vraiment de la part des Mexicains, quoi. Mais tout s'est bien passé et effectivement, les gens sont quand même ultra gentils. Et à chaque fois qu'on leur répondait, c'est ça, on a trouvé au bout d'un moment ce qu'il fallait répondre, c'était ah d'accord, c'est dangereux, mais ici ça va. Et ici, pas ça nada, il se passe rien, oui, vous pouvez dormir ici. Et en fait, c'est quand même toujours dangereux ailleurs. Donc même si ça reste dans le même pays, c'est quand même, c'est jamais ici. Donc il y a un lien. Donc effectivement, après quand on lit le livre, moi j'ai voyagé, alors pas à vélo, mais j'ai voyagé Cancun, Acapulco, c'est des destinations qui font rêver, tu vois ça dans les films, tu dis ça doit être génial d'aller passer quelques vacances là-bas, quoique. Et puis, il y a aussi ce passage à 4200 mètres d'altitude. Donc, on parlait tout à l'heure du Tourmalet, des Pyrénées. Bon, là, on a 4002 quand même, hein, donc il faut... comment on fait pour monter des vélos qui font 35-40 kilos à 4200 mètres d'altitude ? Alors, ça prend du temps, comme tu l'as dit, mais il y a aussi ce manque d'oxygène. À 4002, c'est quand même hyper élevé, quoi.
Ouais, on prend notre temps. Enfin, je crois qu'il y avait une trentaine de kilomètres entre la ville où on démarrait et le sommet, et on avait prévu la journée, hein, clairement, et donc c'était que monter. Puis en plus, c'était assez difficile parce que c'était assez sableux comme route, et que les deux derniers kilomètres, il a fallu pousser les vélos tellement c'était pentu. Je pense que c'est là-bas que Marie Léotet, que j'ai fait donc il y a quelques semaines en podcast sur Ultra Talk, et qui a fait le tour du monde en courant, je crois qu'elle est de mémoire, hein, je crois qu'elle est passée là-bas et qu'elle a souvenir d'avoir rencontré y a comme un magasin souvenir ou une petite auberge et avoir bien trinqué, on va dire, trinqué à cette ascension. Ah ouais, c'est possible. Et avoir, disons que des souvenirs un peu plus épars de la descente avec l'alcool, tu vois. mais ça me rappelle quelque chose, effectivement cela. Et puis j'ai ensuite été très marqué par le passage de la frontière. Mexique, États-Unis. C'est un moment marquant, ça aussi, non ? Comment... Ah oui, là, on change complètement de monde. En plus, on se dit quand même qu'on va dans un pays où il y a quand même beaucoup de gens qui aimeraient aller, tous ceux qui migrent vers le nord. Nous, on a la chance de pouvoir y passer facilement, même si pas aussi facilement qu'on pensait, parce qu'on pensait que quand on rentrait par voie terrestre, on avait juste besoin d'une formalité à la frontière. Et en fait, on avait quand même besoin de faire un ESTA qu'on n'avait pas fait en avance. Et du coup, c'était... vous êtes tombé sur un douanier sympa. Ah ouais, très sympa. Clairement, je pense qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire et qu'ils étaient contents de nous aider. Mais vraiment, du coup, on a fait l'ESTA. Enfin, ils l'ont fait pour nous parce qu'on n'avait pas accès aux ordis. Et ils ont passé 1h30, 2 heures à nous aider à faire l'ESTA pour qu'on puisse rentrer. Et ça, clairement... Et c'est impressionnant de voir ce mur. Ah ouais, alors moi, le mur, j'y avais jamais vraiment réfléchi. Je me l'étais jamais représenté. J'avais jamais vu de photos. Et là, de voir un mur physiquement... C'est incroyable. En plus, on le voit à des kilomètres qui s'arrêtent ensuite dans les montagnes et on se dit, mais c'est invraisemblable, quoi, que vraiment ce mur existe. Et ouais, c'est triste. Hein, mais... Et puis après, vous arrivez justement en plein moment des élections, je crois. Hein. Vous commencez à rentrer aux États-Unis alors qu'il y a des élections, puisqu'il y a des messages... Ah non, ça, il n'y a pas d'élection. Il y a toujours des messages comme ça aux États-Unis. En fait, c'est vrai que les États-Unis, c'est ultra politisé et qu'on passe dans n'importe quel petit village. Et il y avait des drapeaux Trump de partout. C'était... Et en plus, à chaque fois qu'on rentre... qu'on va dans un petit village, il y a, que ce soit des gens connus ou pas, mais en fait, il y a toujours des photos de politiques, de politiciens. Enfin, c'est... Alors, autant au Mexique qu'au Guatemala, on vous a dit attention, c'est dangereux, voilà. Aux États-Unis, on se dit c'est cool, on est en sécurité. Et pourtant, il y a un endroit sur lequel vous vous étiez arrêté et vous êtes vite reparti parce que le type qui était votre hôte, bon, voilà, il était apparemment... vous l'avez pas vraiment senti. Il y avait aussi ce port d'armes. Enfin, vous vous êtes vraiment inquiété et vous êtes vite parti. C'est ça, hein ? Ouais. Et puis, en fait, en général, aux États-Unis, je dirais que je me suis sentie limite moins en sécurité qu'au Mexique. Parce qu'au final, au Mexique, il y avait toutes ces mises en garde, mais effectivement, à chaque fois qu'on leur disait ici, comment c'est, ici, c'est pas dangereux, et puis après, on passait une bonne soirée, etc. Alors qu'aux États-Unis, il n'y a pas ces mises en garde, mais quand même, il y a quand même des écriteaux avec des flingues. On sait que beaucoup de gens, que le port d'armes, il est quand même légal. Et après, au niveau de la circulation, c'est qu'au Mexique, il y a pour habitude d'avoir au bord de la route des gens qui marchent, des gens à cheval. Les voitures, elles ont l'habitude qu'il y ait plein de monde et elles font attention, alors qu'aux États-Unis, surtout sur la partie ouest, c'est du 100% voiture. Tout a été construit un peu autour de la voiture. Les centres, le centre de la ville, c'est des centres commerciaux, mais en voiture où tout est en drive-in. Et puis, il y a cet irrespect du cycliste qui est, moi, que j'ai trouvé vraiment... où il y avait quand même des gens qui nous faisaient des doigts d'honneur juste parce qu'on était sur la route et qu'ils n'étaient pas contents qu'il y ait un vélo avec tout ce que... Après, à côté de ça, les États-Unis, c'était un peu le pays des extrêmes où le soir, on était hébergé en warm shower, du coup, où là, tout le dîner était fait. Vous avez fait un hébergement au centre de Los Angeles, quoi. Ouais. Exceptionnel. Non, mais Los Angeles, San Francisco... vous avez traversé le fameux pont, vous êtes remonté, donc c'est vrai que ça doit être... On se dit comme ça quand on aime voyager à vélo que cette portion de l'Amérique doit être sympa avec cette vue sur le Pacifique peut-être. Oui, il y a tous ces symboles et se dire qu'effectivement qu'on est aux États-Unis.
Mais ça, c'était surtout la partie Californie. Et après, on a justement fait un effort pour trouver des itinéraires un peu plus petits. Pour rentrer un peu plus dans les terres. Parce que là, en fait, on se faisait doubler toute la journée de 2 cm de nous. Et franchement, il y a des fois où on s'est dit, c'est pas possible, on n'a pas envie de mourir sur cette route, quoi. Ouais, ça aurait été dommage. Ça aurait été dommage. Tu serais pas là pour nous le raconter. Ça aurait été dommage. Et puis derrière, vous continuez l'aventure avec l'Alaska. Il y a eu un petit moment, il y a eu un doute de savoir ce qu'on y va et ce qu'on n'y va pas, mais on y reviendra. Et puis à cette rencontre, alors moi, on parlait tout à l'heure de cette personne qui avait fait le pôle Nord avec en char à voile, cette tentative de traverser du pôle Nord en char à voile, mais il y a aussi cette rencontre avec un couple Dan Ellis Burden, qui ont une histoire incroyable. Ah ouais, bah oui, c'est des piliers du voyage à vélo. Et vous tombez sur ces personnes-là. Ouais, puis moi je connaissais pas du tout leur nom, et là on arrive, et dans leur petit salon, il y avait plein des National Geographic ou plein de magazines avec des articles sur eux, et donc eux, c'est des voyageurs à vélo, mais c'est des premiers, donc c'était dans des années où il n'y avait pas les GPS, ou les sacoches, c'était des trucs en toile qui tombaient en morceaux, enfin c'est marrant de voir l'évolution qu'il y a eu entre leur voyage et ce qu'on fait maintenant. En fait, on a l'impression que c'est facile maintenant. Oui, tellement on a une application, on se perd, on peut tout de suite trouver via son application une issue de secours quelque part, ou savoir précisément où on est, ou par où on peut passer. Ouais. On peut même avoir des photos des endroits vers lesquels on va, savoir si ça correspond, ou si c'est trop engagé, ou suffisamment. Enfin, c'est vrai que maintenant, c'est un mode de voyage qui est totalement différent. Oui, ça n'a rien à voir. Mais voilà, c'est des beaux symboles de terminer par cette rencontre. Ouais. Donc 4000 km aux États-Unis, tu l'expliques dans ton livre, 4000 km aux États-Unis, 5 parcs nationaux. Là aussi, les parcs nationaux, ça a quand même une certaine renommée aux US. Quand tu vas aux US et tu vas notamment à l'ouest, on te pose la question, est-ce que tu as fait les parcs? Donc la Sequoia, Yosemite notamment, c'est juste magnifique. Est-ce que vous vous êtes arrêté parfois dans certains de ces parcs pour... Je crois que le fait de traverser est payant, je crois, les accès aux parcs sont payants. Mais est-ce que vous avez pris le temps de profiter de ces parcs-là, ou est-ce que vous étiez vraiment dans l'objectif d'avancer? Alors, ça dépend. Si on a souvent pris le temps, on est resté surtout à Yosemite pendant plusieurs jours, grâce justement à une coach surfing cette fois qui n'avait pas le droit de nous héberger parce qu'elle habitait dans le parc, parce qu'elle travaillait à l'école, mais qui a bien voulu nous héberger, et du coup on est resté 4 jours à faire des randos dans tout Yosemite. Donc là c'était assez magique aussi de pouvoir aller de nuit, aller voir El Cap avec les petites frontales, des grimpeurs qui montent, etc. Et en fait, quand on en avait la possibilité et qu'on avait l'opportunité de rester plusieurs jours, oui, bien sûr, on restait dans ces parcs qui sont fabuleux quand même. Et puis, il y a la traversée du Canada et la rencontre de l'ours. Forcément, quand tu parles Canada, tu parles de l'ours. Mais j'ai envie de te parler aussi du spray anti-ours que tu as testé à ton insu. Oui, alors c'est vrai qu'au début, moi, j'étais pas tellement convaincue par un spray anti-ours. Je me disais, mais voilà, d'avoir un petit cheat pour un ours, qu'est-ce que ça va faire? Enfin, s'il veut m'attaquer, me tuer, il me tuera de toute façon. Et puis finalement, on a fait une rencontre d'un monsieur qui nous a donné un spray anti-ours, et on s'est dit d'accord, mais le problème, c'est que ce spray était périmé. Donc, Martin, quand on était dehors, on était sur une table de pique-nique. Moi, je savais pas ce qu'il faisait. C'était lui qui l'avait gardé, et là il a donc appuyé une demi-seconde sur le spray, et moi j'ai senti quelque chose dans ma gorge, j'ai commencé à tousser. On était au bord d'un lac, et lui il s'est frotté l'œil, et du coup il pouvait plus ouvrir l'œil pendant 10 minutes alors qu'il se mettait de l'eau dessus, et ce qui était pas plus mal au final de l'avoir testé, parce que ça nous a vachement rassurés. On s'est dit, mais en fait parce que dans un spray il y a quand même 10 secondes de produit, là on en avait pour vraiment une demi-seconde, donc on s'est senti puissant, et la nuit quand on bivouaquait au milieu de nulle part et qu'il y avait un peu de bruit. Et vous l'avez rencontré, l'ours, tu l'as rencontré plusieurs fois, tu l'as croisé plusieurs fois. Comment alors, est-ce que à chaque fois on a peur? Est-ce que au départ c'est rigolo, et puis on a peur une fois qu'on le voit se tourner vers soi? Comment c'est, parce que ça doit être impressionnant quand même. Là aussi, vous avez été mis en garde. Il y a tous les ans des cyclistes qui se font tuer par des ours. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, moi, j'ai eu de moins en moins peur, mais le premier ours que j'ai croisé, c'était quand même, c'était justement dans Yosemite. Je savais heureusement qu'il n'y avait pas de grizzly à Yosemite, donc ça pouvait être que des ours noirs. Et pourtant, celui que j'ai vu, il était très, très brun.
Donc, et en fait, Martin, il voulait continuer la rando et moi, je voulais rentrer. Donc, du coup, j'ai fait demi-tour. J'étais toute seule en rando. Et là, au détour d'un virage, je vois un ours. Et là, je me dis, ouh là là, ouh là là. Alors là, je répète ce qu'on m'avait dit de faire. C'est-à-dire, je fais des grands signes. Donc, je lève les bras, j'avais mes bâtons de rando et je recule, mais tout en restant face à lui. Et en prenant des photos quand même. Et c'est vrai que donc là, il mangeait. Et quand il m'a aperçu, ben, en fait, il n'a pas du tout fait demi-tour et il commençait à faire des pas vers moi. Et donc, c'est vrai que là, heureusement que j'ai pu revenir sur l'autre côté du virage. Et j'étais... Enfin, je tremblais. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait et en fait, je venais de croiser 2 autres randonneurs qui descendaient aussi. Et là, je me suis dit, ah, voilà, c'est bon. J'attends les randonneurs parce que je n'osais même pas regarder ce que faisait l'ours. Mais en tout cas, bon, il n'était pas venu jusqu'à moi. Les randonneurs sont arrivés peut-être 2-3 minutes après. Donc, c'était pas énorme. Et quand on a passé le virage tous les 3 ensemble, il était plus là. Je me suis dit, c'est pas possible, il est déjà plus là, il a disparu. Ouais, mais et bon, puis, t'es sur le qui-vive. J'imagine que chaque pas, tu regardes, tu vois autour de toi. Mais j'étais aussi contente d'avoir une photo et de me dire, mais en fait, j'ai pas rêvé parce que. Et je leur ai montré aux randonneurs. Et après, on l'a entendu quand même un peu plus haut. Et ce qui est quand même fou, c'est qu'après, bon, je suis rentrée, j'ai eu peur je me suis dit, oh, le pauvre Martin qui va rentrer encore plus tard, il va faire nuit, etc. Et quand je rentre en bas dans le village, et lui, il rentre un quart d'heure plus tard, et en fait, il a vu le même ours. On a comparé les photos, et il avait dû reprendre le sentier, l'ours un peu plus haut, et il a vu le même, et ça, c'était quand même assez magique d'avoir vu le même, mais pas au même moment. Au même moment, ouais. Et après, à chaque rencontre d'ours, c'est quand même... on se demande, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que fait l'ours ? Est-ce qu'il va partir en courant ? Est-ce qu'il va continuer à manger ou à faire ce qu'il est en train de faire ? Est-ce qu'il va s'approcher ? Et donc, c'est quand même à chaque fois un moment où on se dit « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Avec une petite peur. Après, s'il s'en va, voilà, on se relâche, etc. Mais plus on en voit et plus ça se passe bien et plus on se dit « Bon, en fait, voilà, mais il faut... » Génial. Normalement, pas non plus se relâcher trop parce que... Génial, mais génial, la girafe, l'éléphant, le rhinocéros, l'ours, les rennes, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Tu pourrais presque faire un bouquin sur les réactions des animaux quand ils voient un cycliste, tu vois. et puis, donc, il y a cette traversée du Canada et vous arrivez à destination puisque le 18 août 2022, les bagages sont enregistrés à Anchorage, la ville de l'Aile Wilcox d'ailleurs, une petite pensée pour la Aile. Vous êtes sur le retour, mais j'aimerais qu'on parle parce que toute cette aventure, il y a une fin du voyage, mais il y a aussi une fin d'une relation. On le dit souvent, voyager à 2, c'est très bien, mais parfois, ça peut aussi être très dur parce que ça met à l'épreuve les différentes relations, les caractères. Et puis, il se trouve que dans cette aventure, en fait, vous vous rendez compte, Martin, qui est ton ami, qui est ton compagnon, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a quelque chose qui est différent, qui s'est brisé. Et en fait, la fin de ce voyage est aussi la fin de votre relation. C'est bien ça ? Oui, ouais. Enfin, on se quitte pas dès qu'on rentre bien sûr, mais... chez nous, mais effectivement, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'est perdu, qu'on est devenu... Pourtant, ça se passait très bien en voyage, hein, mais on était devenu plus vraiment qu'une équipe, et on n'était qu'une équipe, et il n'y avait plus rien d'autre. Et moi, je m'en suis aussi vachement rendu compte en écrivant ce livre, au bout de 2 mois d'écriture où j'écris ça. Et en fait, je relis le livre et je me dis, mais en fait... C'était évident, il y a des trucs qui étaient déjà là. Il n'est pas du tout dans le livre. Je sais pas, il n'était pas là, quoi. Je pouvais pas dire... alors que dans le premier, je sais pas, j'écrivais sur lui, sur Tu l'as rencontré, Martin, durant l'Afrique, c'est ça ? Pendant la traversée africaine, c'est ça ? Oui, exactement. Je me souviens. Et comment ça se passe quelques mois après, est-ce que vous avez toujours eu des contacts ? Parce que là, c'est particulier de finir un voyage, mais aussi une relation. Comment tu l'as vécu derrière ? Parce qu'on en parle souvent, mais c'est l'après-aventure, il faut l'encaisser parce que tout s'arrête. On a plus ces endorphines dont on parlait, le fait de prendre son vélo tous les matins, d'avoir cette routine qui s'est installée. Comment tu l'as vécu derrière le fait que ça s'arrête, mais aussi d'avoir mis fin à la relation que tu avais avec Martin ? Ça a pris un peu de temps. Au début, on s'est dit qu'on allait garder contact parce qu'on était quand même en bon terme, on va rester amis, etc. Sauf que s'il n'y avait pas un peu cette rupture et ce moment où on ne se parle pas pendant quelques mois, en fait, c'était un peu limite comme avant, mais un peu à distance. Enfin, du coup, on a eu vraiment besoin de cette rupture. Après, ce qui était difficile, c'est que tant que j'avais pas publié ce livre, écrit et qu'il était sorti, je le relisais, je devais re-regarder les photos, donc je revivais le voyage 36 fois, et que une fois que j'avais pas vraiment mis le point final et publié, et que voilà, j'avais vraiment tourné la page,
ça a été dur de vraiment tourner la page. Et en plus, comme je fais pas mal de festivals de voyage, où à chaque fois, il fallait expliquer que... parce que la question venait toujours, donc il a fallu le dire, mais plus je le disais et plus je le réalisais aussi. Donc ça va, je l'ai pas mal vécu. Et après, ça restera toujours quand même celui avec qui j'ai fait 2 grands voyages à vélo. Et je sais pas, c'est un peu comme si ceux qui ont des enfants ensemble et que ça restera nos petits bébés. Et, voilà, c'est une aventure que vous avez partagée. Ouais. Oui, donc forcément, ces aventures, elles vont rester. Donc Martin aussi. Et voilà, mais... Il y a un proverbe que tu as écrit, que tu as qualifié de mielleux, qui dit « Ne pleure pas parce que c'est fini, souris parce que c'est arrivé ». Ouais, donc, c'est très mielleux, mais en même temps, quand j'y pense, c'est ça en fait. Même tout ce qu'on a vécu ensemble, en fait, on s'est tiré vers le haut, on a appris l'un de l'autre, et voilà, et c'est ce qui restera pour le futur. Donc. Bon, c'est génial. En tout cas, moi, je vous invite à faire l'acquisition de ce livre Hors frontières de Tiffaine Muller. Vous verrez, on a fait tout ça en accéléré, hein, bien évidemment, à travers ce podcast. Moi, la question que j'ai à te poser, Tiffaine, c'est où est-ce qu'on peut suivre? Où est-ce que tous les auditrices qui écoutent veulent suivre ton aventure qui commence samedi au moment où on enregistre, mais au moment où l'épisode est diffusé, tu seras déjà sur la route. Donc, où est-ce que les auditrices et auditeurs peuvent suivre ton évolution et ton aventure? Surtout sur Instagram, Little Miss Pedals, mais je pense que je vais faire aussi une carte interactive sur Polar Steps où il y aura le lien sur Instagram ou sur Facebook, le même nom, Little Miss Pedals. Donc le départ est ce samedi, on sera le 9. Oui, c'est ça, 9 exactement. mars. 9 mars, ouais. Une date d'arrivée prévue, parce que quand on part en voyage à vélo, on sait quand on part, mais on ne sait pas vraiment des fois quand est-ce qu'on arrive. Là, la durée du projet, c'est sur combien de temps? Voilà, c'est un peu différent. Il y a un peu une date, parce que justement, comme on veut faire cette rando, il y a un peu des saisons. Il faut qu'on le fasse entre la mousson et l'hiver. Donc, il faudrait qu'on commence la rando maximum 20-25 septembre. Donc, on a 6-7 mois de vélo et ensuite les 2-3 mois de rando. Et après, on ne sait pas si on rentre, comment on rentre, etc. Mais pour ce projet-là de vélo-rando, il y a un peu un timing. Génial. Moi, j'aimerais me dire, j'ai 6-7 mois de vélo devant moi. J'aimerais le dire surtout avec le bras cassé en ce moment. Voilà. Mais ce n'est que de la mécanique et chaque chose en son temps. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ailleurs, Tiffaine? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Là, que toutes les frontières restent ouvertes, que pas que tout se passe bien, mais qu'on puisse aller jusqu'au Népal, qu'on puisse faire cette rando, et puis voilà. Génial. Écoute, on se revoit pas dans 4 ans cette fois-ci, on se revoit avant, que tu nous partages ton aventure en direction du Népal. Et un grand merci pour ta disponibilité, parce que tu étais de passage à Lyon, je le précise, et on a réussi à se caler rapidement dans nos agendas pour qu'on puisse échanger en face à face. Donc un grand merci pour ta disponibilité. Bravo pour tout ce que tu fais, et puis tout le meilleur pour cette aventure. Merci à toi, et puis ravi de t'avoir revu 4 ans plus tard. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.